Sud FM Radio Organe 98 de la bande FM. Ça réchauffe et c'est pas fini. Je vais vous en mettre une deuxième. Toujours des Doors parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas encore tout à fait prêt. Donc là, vous venez d'entendre My Fire et puis après, ça sera Black Door Man. Donc la numéro 7 pour vous. On se retrouve tout de suite. Nous sommes avec Patrice Hénin. On se retrouve tout de suite. Voilà, c'était une deuxième musique des Doors, c'était la deuxième, donc on va commencer cette émission de Dame de Cœur. Dame de Cœur ce soir avec un thème du bon usage de la réforme de l'hospitalisation d'office par les préfets, donc sur les milieux psy. Un invité, Patrice Hénin. Patrice Hénin, bonjour. Oui, bonjour, je suis là. Des langues, un défi, mais là pour l'instant, nous sommes avec Patrice Hénin. Alors Patrice Hénin, qui es-tu, Patrice Hénin? Pour l'instant, je suis à la retraité. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est déjà ça. Il y a peut-être autre chose après. Je suis peut-être un écrivain en herbe. Alors si on va sur ton en tous blog... les cas, j'ai écrit un bouquin qui m'est inspiré par des hautes personnalités, dont Monsieur Sarkozy, entre autres, et des politiciens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce que j'étais un petit militant timide, mais assez talentueux quand j'ai distribué des tracts, parce que ça m'amusait, j'avais de l'humour. Et ceci, c'était en 2007, en 2006 même, j'ai commencé. C'était du style tous égaux, et Monsieur Sarkozy me faisait peur. Je me suis dit, je suis proche de la retraite, j'étais à 2 ans de la retraite, je suis handicapé, déclaré inapte au travail. Je me suis dit, ça va m'occuper, je vais avoir plein d'amis, je suis tout seul. Et j'ai eu plein de camarades, des camarades socialistes, que je devais tutoyer. Et effectivement, j'ai distribué mes tracts. Alors excusez-moi, Monsieur Sarkozy, je sais que vous m'écoutez. Bon, je vous ai envoyé des lettres. Sûrement qu'il t'écoute ce soir. Mais ce soir, vous m'écoutez parce que au moins vos services surveillent, lisent mes courriels. Alors, nous avons ici dans les studios quelqu'un qui est un peu parano, je vous le dis franchement. Je suis très parano, mais j'ose espérer donc que Monsieur Sarkozy m'écoute. Je lui ai écrit plusieurs fois pour lui raconter ma petite vie, qui a donné l'occasion d'un livre. Tu as même écrit une lettre ouverte au président de la République que tu nous liras dans la nuit. C'est la première fois que je passe sous les ondes, donc comme vous m'écoutez, j'ai envie de vous la relire, cette lettre. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Bon, alors voilà, je suis censuré. Alors, par contre, tu as un blog, pour ceux qui seraient sur Internet, vous tapez Patrice Hénin blog. C'est pas le premier de Mediapart, mais c'est le deuxième blogspot. Vous tapez Patrice Hénin, Phoenix. Phoenix, le blog qui renaît toujours de ses censures. Alors tu te présentes comme un militant, citoyen, républicain. Tu m'arrêtes si c'est plus ça. Je ne suis plus militant. Tu es toujours citoyen. Républicain, laïque. Laïque. Que j'aime tout le monde. Et athée. Athée, mais ça c'est un peu personnel. J'ai quand même une vision spirituelle, mais je m'accroche à aucune religion, et je pense même que les religions sont un petit peu dangereuses, sont un peu des moyens de manipulation, mais enfin ça c'est une réflexion personnelle. Je pense que formater une personne, quelle que soit la religion, dès l'enfance, dans un cadre, ça peut être ennuyeux pour le libre arbitre. Et je pense qu'en France, nous sommes beaucoup à être athées. Et j'ai découvert au cours de mes voyages en Afrique, en Europe, à Berlin, en Angleterre, aux Pays-Bas et aux États-Unis, que nous étions une exception. Peut-être qu'en Chine, ils ne sont pas très bouddhistes non plus. La religion n'est pas très importante. Mais nous sommes une exception. J'ai une sœur qui s'est mariée à un Texan, et quand je lui ai dit que je ne croyais pas en Dieu, il a hoché la tête et je l'ai entendu dire, il se parlait en lui-même, They don't believe in God. Jesus. Ça veut dire quoi? Il ne croit pas en Dieu. Comme si j'étais une sorte de sauvage, un primitif, quoi. Mais c'est une exception française, un petit peu. Alors, donc on répète, un militant, non. T'es plus militant, pourtant tu m'as dit... Je suis plus militant, j'ai milité au Parti Socialiste,
J'ai été un petit peu écœuré par le PS et j'ai fait comme une partie du PS. Je suis parti avec Mélenchon. Je l'ai aidé à créer le parti de gauche en novembre 2008. J'ai participé au grand meeting de lancement à Saint-Denis, dont je l'ai rencontré 4 fois, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Et dans le 12e où je suis, l'équipe municipale, il y a un certain Alexis Corbière, qui est à peu près le numéro 3, le numéro 4 du parti de gauche, qui a quitté le PS. Et nous avons collé des affiches, notamment pour le parti de gauche. Mais là, j'avais fait des progrès, je suis resté que 3 mois. Ouais, donc tu milites plus. J'ai milité ensuite pendant les régionales pour les mêmes raisons un peu que pour Mélenchon, c'est-à-dire j'étais devenu anti-européen. J'ai rejoint Nicolas Dupont-Aignan, un petit groupuscule qui se disait gaulliste. C'est pas vraiment le J'aime même. bien la France. C'est pas vraiment le même côté, ça, si? Je sais pas, moi. Je fais plus la distinction entre droite et gauche. Tu restes au milieu. Il y avait quelque chose de semblable entre... il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Hein, il y a eu des articles là-dessus. Moi, j'ai rejoint Nicolas Dupont-Aignan parce qu'il me paraissait sympathique déjà la personnalité. Et il y avait ce côté anti-européen et anti-euro, la monnaie. D'accord. Donc c'était un peu dans la continuité. On fait pas une émission sur la politique ce soir. Mais maintenant c'est fini, je ne suis plus militant. Voilà. Voilà. Alors, tu es toujours athée, donc tu es anti-corruption. Tu te définis comme un être épris de justice, et tu dis entre parenthèses banal, somme toute, et transformé par la justice, par la grâce de la justice de Paris en dangereux repris de justice. Il suffit de plaquer le R de la 5e République, le R de quoi? Le R de République, du mot République. Ah d'accord, d'accord. Pour passer de épris de justice à repris de justice. D'accord, ok, d'accord. Donc les ingrédients, ça c'est le blog, hein, je lis. Une République corrompue, bien sûr. Le blog, policiers pourris et idiots, entre parenthèses 7, magistrats véreux une douzaine et avocats 3, sous pression, laissez mijoter 4 ans dans la Cour, entre parenthèses, européenne des droits de l'homme, et vous obtiendrez un... La Cour européenne, si je parle de 4 ans, c'est que la requête qui a été acceptée, envoyée en janvier 2009, au début je ne savais pas, puis des avocats m'ont dit il y a 4 ans de délai. Quand tu fais une requête, c'est ça, ouais. Et j'ai reçu récemment, il y a un mois, cette requête a été acceptée, parce qu'elle peut très bien être rejetée tout de suite. Et il y a 7 violations des droits de l'homme qui sont répertoriées dans un petit catalogue, qui est mignon, qui est gentil, qui sont évidentes, comme le recours à un droit effectif. La Cour de cassation n'a pas fonctionné pour moi. Elle a existé sur le papier, mais elle n'a pas fonctionné. On m'a demandé 3 ou 4 fois de suite des listes de pièces qui changeaient à chaque fois, pour gagner du temps. Enfin, c'est raconté en détail dans le blog. Mais cette Cour européenne des droits de l'homme, le mois dernier, m'a envoyé une lettre comme quoi une personne, qui n'est pas nommée, a pris la décision seule, j'aime bien leur humour quand même, leur sincérité, a pris la décision seule de la déclarer irrecevable. Donc les 7 violations des droits de l'homme qui sont répertoriées par cette Cour sont irrecevables. Moi, je traduis immédiatement l'Europe, c'est bidon. D'accord. Donc t'es là pour te défouler, pour te faire du bien. Hein. Je me défoule pas, je dis. Non, mais... Je dis ce que j'ai découvert. Je me défoule pas, il n'y a pas d'émotionnel dans mon discours. Il n'y a que du vécu. Et je dis calmement, avec une montagne, il y a 800 pages quand même dans ce blog, ouais, ça vous allez y passer préfère dire bouquin. Ouais. Mais comment se fait-il je sais pas faire de site. Comment se fait-il que tout à l'heure, quand je suis arrivée sur le blog, je suis pas arrivée sur la même page que là? Phoenix, le blog qui renaît toujours de ses censures, donc il y a en chacun d'entre nous quelque chose que les autres n'ont pas. C'est d'un certain Patrice Hénin ici présent, je répète, il y a en chacun d'entre nous quelque chose que les autres n'osent pas. Et donc Patrice Hénin a mis résistant, 1949, c'est son année de naissance, - 2201, puisqu'on n'a pas encore, enfin 2000, enfin le chiffre 201. Le dernier chiffre, je le connais pas. On ne le connaît pas, puis j'espère que ça sera... Mais l'avant-dernier, je le connais. Pour l'instant. T'en sais rien. D'après ce que j'ai appris sur mon état physique, la maladie, elle dure 10 ans maximum et je ne connais pas la date de départ et il n'y a pas de précision. Ben, ça sera peut-être après 2010, après 2020. On pourra peut-être mettre 2020. 202.
2,02, 2,03, pourquoi pas. Moins 0. Ça va te faire du bien ce soir, tu vas te libérer. En fait, la réponse médicale officielle, c'est on ne sait pas combien de temps vous allez tenir. Alors c'est toute une histoire, hein. Je veux dire que tu as proposé à plein de gens de participer à des émissions de radio, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? À des associations comme la Ligue des droits de l'homme, que j'ai déjà prévenu depuis des années, mon affaire a commencé en 2006, avant l'élection de M. Nicolas Sarkozy, que nous aimons tous. Et donc ça fait des années quand même que ça quand il traîne. était ministre de l'Intérieur, et quand moi j'étais un petit militant qui distribuait des tracts en disant je ne lui confierai pas à ma sœur, à ce monsieur, vous n'allez quand même pas lui confier le code nucléaire ou des choses comme ça. Puis je disais tous égaux. Et il m'est arrivé quelque chose en avril 2006 qui vraiment m'a stupéfait. C'est-à-dire qu'un directeur général, un ancien directeur général proche, qui a travaillé chez Bouygues Immobilier, on s'auto-censure, hein, on est très gentil, qui a travaillé chez Bouygues Immobilier de 86 à 93, m'a cassé la figure avec un vélo. Alors je rappelle que j'étais déjà handicapé, déclaré inapte au travail. Comment on peut casser la figure avec un vélo ? Il m'a défoncé le thorax, oui, avec un vélo. Ah d'accord. Les plaies ont été constatées aux urgences UMJ, c'est-à-dire urgences médico-judiciaires. Et je ne voulais pas aller au commissariat, mais quand j'ai réalisé que lui était au commissariat et qu'il y avait entraîné ma mère, j'y étais. Et donc, mettez-vous à la place de ces policiers quand même. Ils sont tout à fait excusables. Moi, si j'avais eu un uniforme sur le dos, un petit policier de quartier du 12e, si je voyais arriver un franco-américain qui parle d'une façon très comminatoire, très autoritaire, et qui parle américain toutes les 30 secondes à sa compagne, et qui se déclare millionnaire vivant en Floride, je l'aurais écouté. Et toi, t'étais... Et il a raconté qu'il avait frappé qu'il m'avait frappé parce que j'étais dangereux. Et qu'il fallait veiller à la sécurité de ma mère parce que j'étais dangereux vis-à-vis de ma mère. Et il était donc intervenu. Il avait fait le voyage de Floride spécialement pour ça. Quel jour c'était ? Là, je vais essayer de faire vibrer un peu la corde affective des auditeurs. Le 23 avril 2006, c'était le premier anniversaire que ma mère passait sans son mari, qui était décédé en septembre. Et il y avait de fortes chances que je rende visite à ma mère ce jour-là. Et ce directeur est venu, et ce directeur général de Bouygues Immobilier est venu spécialement de Floride rendre visite à sa mère. Il pensait me rencontrer, je pense, et ça s'est mal passé. Il m'avait déjà prévenu que si je rendais visite à ma mère, ça se passerait mal. Je n'avais pas compris pourquoi. Il m'avait déjà prévenu quelques mois à l'avance. Ma mère non plus. Je vis à Paris, elle vit à 5 minutes à pied de chez moi. Lui, il vit en Floride. Et il explique aux deux, à moi, si je te trouve chez elle, ça se passera mal. Et effectivement, ça s'est mal passé. Et à elle, lui dit, ne fréquente pas ce type, ce dégénéré. Enfin bref, il a une très haute opinion de ma personne. Et évidemment, on se rencontre. C'était pas trop étonnant. Moi, j'étais venu avec un gâteau d'anniversaire. Et je me disais, ça va pas être... Ma mère a vécu 57 ans avec son mari. Et puis là, c'est le premier anniversaire où... Elle est toute seule. Ses enfants vivent en Floride. Et puis, il lui reste son fils aîné, le dégénéré, qui habite à côté. Voilà. Donc, on se rencontre dans la cour de ma mère. Tout de suite...
il se met à crier dans l'oreille de ma mère, quoi, de toutes ses forces. Alors, j'ai pas crié, là, au téléphone, au micro. De toutes ses forces. Quoi, tu fréquentes encore ce... Alors, ni ma mère ni moi, on se rappelle le dernier mot. Mais c'était quelque chose, c'était pas une insulte, c'était quelque chose de très méprisant. Ce déchet ou ce pauvre type ou quelque chose. Quoi, mais de toutes ses forces. Elle en a été abasourdie, stun. Elle a été complètement statufiée, pétrifiée. Puis il me regarde quelques secondes et il me fout une baffe. Mes lunettes tombent par terre. Je bouge toujours pas. Puis il m'a foutu une baffe, donc j'avais un parapluie fermé à la main, il pleuvait des cordes ce jour-là. Et j'avais le gâteau dans une boîte dans l'autre main, et je pointe le parapluie fermé sur son ventre, et je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui t'arrive là, à quoi tu joues? Il prend le parapluie sans répondre, et il le réduit en pièces détachées, en petits morceaux. Donc je me retrouve giflé, sans lunettes, dans une situation complètement ubuesque. Ma mère pétrifiée, et il était accompagné de sa compagne, une américaine, et de son fils, mon neveu, qui avait 14 ans. Et il se met en position de boxe. Alors je vais tout dire la vérité, hein, y compris même la bêtise que j'ai fait. Je rappelle qu'il m'avait expliqué, et je sais qu'il est violent, que s'il me rencontrait chez sa mère, chez ma mère, chez notre mère, ça se passerait mal. C'était très clair comme avertissement. D'un autre côté, il a été condamné en Floride pour avoir battu sa femme, qui ne voulait pas divorcer. Il a eu un procès. Je le connais, ce personnage, ce monsieur. Je le connais très bien. Et lui aussi. Et donc je sais qu'il est violent et qu'il est un petit peu... Donc j'ai pris sa menace très au sérieux. J'ai une maladie pulmonaire. J'avais pensé acheter une bombe lacrymogène uniquement pour aller rendre visite à ma mère. Parce qu'il y a un deuxième détail, c'est qu'il n'arrêtait pas, depuis le décès de mon père en septembre, ça s'est passé en avril, il n'arrêtait pas de faire la navette entre la Floride, où il vit, et Paris, pour ses affaires. Et il avait expliqué à ma mère, je t'interdis de raconter à Patrice, moi, quand je viens. Mes affaires, ça ne le regarde pas. Donc, je pouvais aller chez ma mère en risquant de le rencontrer sans le savoir. Ça peut paraître fou, mais c'est ça. C'est la vérité. C'est tout bête, c'est tout simple. Et donc, je le rencontrais. Je ne savais pas qu'il était de passage, mais je n'avais pas acheté une bombe lacrymogène, j'avais acheté un stun gun, c'est-à-dire une matraque électrique pour me protéger en cas d'attaque. Ah, quand même. Quand même. Et je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Mais c'est bien de le dire. Je le dis. De toute façon, c'est dans le... Je pense que la violence, elle n'est pas... La bombe lacrymogène, ça me faisait peur parce que, vu mon état de... Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais je suis assez faible. Quand on manque d'oxygène, on a les muscles qui sont faibles, qui sont en manque d'oxygène. Mais en 2006, j'étais encore assez... j'étais déclaré inapte au travail depuis 2001 quand même. Incapable de travailler à cause de mon déficit en oxygène. Ma maladie s'appelle un emphysème. Bronchite chronique suivie d'un emphysème. Et bon, la bombe lacrymogène, et puis en plus c'était à la mode, on parlait de taser à la télé. Bon, ce n'est pas un taser. C'est un taser, ça envoie des projectiles. C'était ce qu'on appelle en anglais un stun gun, en français une matraque électrique, c'est-à-dire qu'il faut toucher l'agresseur qui est censé, j'y croyais pas trop, qui est censé s'écrouler sous le choc électrique et puis se relever dans les minutes qui suivent, et puis vous avez le temps de prendre le large. Bon. Ah, mais c'est quand même une arme. Hein. C'est une arme d'autodéfense qui est en vente libre. Oui, mais moi je suis pas trop pour les armes, donc continue. Bah moi non plus. C'est la première fois de ma vie à 57 ans que j'avais acheté ça. Mais je le dis parce que je tiens à être d'une absolue franchise.
que l'auditeur comprenne bien ce qui est... Bon, alors je suis peut-être un peu cinglé d'avoir acheté ça, mais il faut tenir compte du fait qu'il y avait la menace qui était réelle, et il n'arrêtait pas de faire la navette. Quand il passait, il me disait, ah oui, il est passé, il a été à Rouen, ah oui, il a été à Montpellier. Mais là, on était resté à un moment où vous étiez dans un... On revient dans la cour, dans les le jour de l'altercation. Non, avec les policiers. Tu dis que j'aurais été à la place des policiers, j'aurais vu. Je les comprends. Ouais, là, je suis à l'altercation avant d'aller à la police. Bon, il me... Qu'est-ce qui se passe avec ce policier quand il doit faire le choix? Je l'ai sorti, cette arme. Devant le policier? Non, devant mon frère. Il s'est mis en position de boxeur, et le parapluie était détruit, le gâteau par terre, et il m'a acculé contre un mur, mais en position de boxeur. Il a 10 ans de moins que moi, enfin 9 ans de moins que moi, et il est plus costaud, il est un peu plus grand. Moi, je suis pas en état de me... j'ai beau avoir une arme sur moi, je suis pas du tout agressif, c'est pas du tout mon style. C'est pas sûr, hein, parce qu'il y a plusieurs fois quand même que tu te retrouves confronté à des histoires où... Enfin bon. C'est la toute première. C'est la première histoire que tu racontes. La toute première histoire. Mais moi, j'ai lu un peu ton blog, il y a eu d'autres moments dans ta vie où tu t'es retrouvé quand même... Dans des circonstances un peu similaires. Mais continue, parce que... Mais non, on va continuer, je te ramènerai dessus après. Quelles circonstances similaires? L'autre histoire où ça se passait en bas de chez toi avec ta copine et des types qui étaient autour d'elle, je ne sais plus quoi, et qui lui parlaient mal. Non, mais il faut savoir quoi? Quelle copine? Non, mais là, on va complètement Je veux dire, on va complètement... Ah non, moi, je suis très précis. Hein, Ah ben, je sais pas quelles sont. Moi, j'ai pas lu les 800 pages de ton blog. Je n'ai jamais connu de ma vie d'actes de violence. Ah, mais c'est peut-être après, dans un bas d'immeuble. Oui, je parle du premier, là. Voilà, tu parles du premier. Et donc... tu me parles d'une copine, laquelle? Je ne connais pas ta vie avec tes amis et tout. Je sais que sur ton blog... Donc, tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je parle de quelque chose que j'ai lu qui te concerne, dans un bas d'immeuble où tu voyais la fille plus ou moins qui vivait avec toi, qui était en train de se faire agresser, je ne sais plus qui... en bas de chez toi. Non, j'ai pas rêvé de ça. Il faut que je le retrouve dans les 800 pages. Bon, c'est pas grave. Non, mais bon, parce que... Non, c'est rien du tout. Une fille qui se fait agresser en bas de chez moi. Oui, mais que tu connais très bien. Mais tu vois, là c'est... C'est quel endroit du blog? Non, parce que là, ça me dit rien du tout. Il y a 800 pages, donc oui, je vais essayer de retrouver, mais ça me semble un peu loin, quoi. Là, je parle dans l'ordre chronologique, nous sommes le 23 avril 2006. Oui, mais quand tu Avant dis le 23 avril 2006, je n'ai jamais connu d'acte de violence. Même mon frère ne m'avait jamais frappé. Simplement, lui, il avait déjà battu sa femme en 96. Tu as quand même connu des histoires de violence dans ta propre famille, non? Je n'ai jamais connu d'acte de violence. Dans ta propre famille? Dans ma propre famille, j'étais un enfant battu. Ok, voilà. Mais c'est bien voilà. C'est bien quand même de mettre mon père me battait parce qu'il était alcoolique. Oui, voilà. Donc la violence, tu la connaissais. Mais c'est pas une fille en bas de chez moi, dans mon immeuble. Là, je comprends pas. Je vais te retrouver l'histoire, hein, parce que je vois pas l'intérêt de... Non, mais là, ça me dit rien, et je suis franc. Là. Mais bon, on reste sur la première histoire. Bon, on vient quand même te rendre compte que la violence, tu la connais depuis que tu es tout petit. Parce qu'on ne va pas s'apesantir sur ma personne, ce qui m'arrive. On va tout parce le que plus vite possible. On est quand même dans le terrain 6 heures du matin. Du bon usage de la réforme de l'hospitalisation d'office par les préfets. C'est hyper important parce que quand même là, on essaye t'essayes quand même de faire comprendre ce qui se passe en ce qui te concerne, c'est-à-dire une hospitalisation d'office, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un on est quand même sur ça. Hein. Donc vas-y, je te laisse terminer. Mais moi, j'aime bien mettre les choses au point. Mais oui, mais enfin, il y a cette fille en bas de l'immeuble qui se fait tabasser, et pas par moi, je suppose. Ah non, c'est pas toi, non, mais il y a eu quand même un acte de violence en bas de chez toi, et puis tu as essayé de... j'ai essayé de quoi? T'as essayé d'intervenir, et tu t'en es pris plein la pêche, quoi, je veux dire. Ça me dit rien du tout. Mais attends, on va pas mélanger les choses, on reste avec la première histoire, parce que sinon, ça va pas se faire. Mais on est bien d'accord que... Par contre, j'ai raconté une histoire, un fait divers, où en bas d'immeuble, un fait divers auquel je n'ai pas assisté, c'est un exemple, c'est peut-être à ça que tu penses. Vas-y. Là, on saute du coq à l'âne, hein, mais c'est un peu à cause de toi. Hein, où j'ai donné en exemple un fait divers, où une fille se faisait massacrer en bas de plusieurs immeubles, où tout le monde était aux fenêtres, en train de crier, mais appeler la police et tout. Et personne n'avait appelé la police parce que tout le monde pensait que l'autre l'avait fait. C'est un exemple qui concerne la théorie des groupes.
C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je retrouverai. Le problème, c'est... Bon, alors j'en reviens. Ce monsieur se joue au boxeur, l'air très menaçant et tout. Il savait que par ma mère que j'avais acheté ce bidule, parce qu'il se téléphone souvent. Il lui avait annoncé qu'il passait, lui, et elle ne me l'avait pas dit, parce qu'il lui avait donné l'ordre de ne pas me le dire. Et je me suis retrouvé acculé contre le mur. J'ai sorti cette matraque électrique, ce stun gun, et je l'ai fait claquer en l'air pour essayer de l'impressionner. Ça l'a pas du tout impressionné. C'est là où il a pris un vélo qui traînait contre un mur et il m'a tabassé avec. Et je n'ai pas utilisé cette arme. Oui, mais c'est pas là-dessus que tu vas arriver. Tu vas arriver sur le fait que... Comme je m'en doutais, ce genre de truc, ça sert absolument à rien. De quoi? Non, moi je suis pas du style à m'armer du tout. Et quelqu'un m'avait dit, t'es complètement bête d'avoir acheté ça. C'est ridicule, c'est parce que tu avais peur. Vu la force dont tu disposes, l'agresseur te le pique immédiatement et ça se retourne contre toi. Mais je pense que même les bombes lacrymogènes, ça se retourne contre les gens. Hein. Oui, mais là je pensais que je préférais une décharge électrique vu mes poumons que d'être asphyxié avec ça, d'avoir les poumons brûlés. Bon, mais on va pas s'apesantir sur cette arme, on va pas en passer pendant des heures, c'est pas ça parce que c'est le seul exemple de mon existence, et là, vraiment, je défie tout le monde de trouver autre chose. Tu me parles d'une fille où je serais intervenu comme un chevalier blanc pour la sauver, mais ça me dit absolument rien. Ou alors je confonds. Dans les 800 pages, on ne le trouvera pas. Non, vraiment, là, je suis sincère, je vois pas de quoi tu parles. D'accord, mais c'est peut-être moi qui me trompe, c'est pas grave. Essaie de me mettre sur la voie. Non, je peux te mettre sur une autre voie aussi, parce que je crois que dans la première mission qu'on avait fait, c'est-à-dire, tu parlais quand même de... Je finis par quitter les lieux, parce que il y a eu un témoin qui était derrière mon frère. Alors, c'était assez amusant. Il avait les bras en l'air avec le vélo prêt à m'asséner à un autre coup. Et il entend derrière lui quelqu'un qui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce qui est amusant, c'est qu'il s'est figé les bras en l'air avec son vélo. Et puis, moi, je cherchais à récupérer mes lunettes. Il m'éloignait de l'endroit où mes lunettes étaient tombées. Et sans lunettes, je vois rien. Et puis, j'étais quand même un peu, comme ma mère, j'étais un peu sonné par ce qui se passait. Et le pourquoi, surtout. Pourquoi faire ça? Alors, moi, je te dis franchement que... Alors, je suis rentré à chaque chez fois, moi, toi, tu me poses la question de pourquoi. On a l'impression quand même que c'est des règlements familiaux, tout ça. Hein, c'est-à-dire des histoires de famille. Moi, j'ai rien contre mon frère. Et que des fois, on dans a la 9 ans de famille... différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas joué ensemble. Je faisais mon service militaire, il avait 11 ans. Mais j'ai absolument rien contre lui. On prétend dans le rapport de police que j'ai toujours eu des rapports conflictuels avec lui. On peut dire que j'ai pas eu tellement de rapports avec lui. Parce que là, on est arrivé à un moment où tu dis, je me mets à la place du policier qui va arriver. Oui, on va y arriver justement. Mais on très en rapidement, était là parce tout à que l'heure, je quitte les lieux et comme j'habite très près de chez ma mère, je vais chercher du secours, un voisin costaud, pour venir récupérer mes lunettes et puis demander à ma mère, si ça va bien, parce qu'elle était complètement statufiée. Hein, c'est jamais agréable pour une mère de voir des enfants déjà, faut qui pas se oublier, battent. elle était en plein deuil. Oui, puis quand on a des enfants, on n'a pas envie elle aime ses 3 enfants. Nous sommes 3. Hein. Il y en a 2 qui vivent en Floride. J'ai une petite sœur. Alors elle, c'est 11 ans de décalage. Elle a que moi sur Paris. Et je pense que ce jour-là, elle avait envie de rester seule, il me semble. Qui, ta mère? Ouais, je pense. J'y ai pensé pendant de longues années après. Et moi, je voulais pas qu'elle reste tout seule. J'étais venu avec mon gâteau, que ça, pour... Et j'ai été chercher du secours. Et quand je suis revenu, j'ai sonné à la porte, il n'y avait personne. J'ai téléphoné à la police, qui est venue dans la cour, et j'ai raconté. Puis je leur ai même dit... le plus innocemment du monde. Heureusement que j'avais cette matraque électrique, sinon ils m'auraient massacré. Ouais, mais eux, ils n'ont pas dû... Mais alors il m'a dit, mais vous êtes fou, mais vous vous rendez pas compte, s'il a vu un pacemaker et tout, vous êtes complètement cinglé d'avoir ça et tout. Mais ils m'ont incendié. Bon, aujourd'hui, je vous rappelle qu'ils sont tous équipés de taser.
Pas tous. Les mêmes policiers qui en 2006... Non, mais les choses évoluent, les mentalités évoluent. Les mêmes policiers qui en 2006, avant l'ère, j'allais dire nabosienne, sarkozienne, n'arrivent, utiliser ce genre de truc pour un policier, c'était une policière, je me rappelle. C'était vraiment criminel. J'aurais pu tuer quelqu'un qui aurait eu un pacemaker. Maintenant, ils utilisent ça allègrement. Hein. Les choses, la civilisation avance. Bon, donc, personne. La police me dit, il est au commissariat. Ah bon, j'y vais. J'avais pas envie d'aller porter plainte. Moi, j'avais reçu des coups. Donc, règlement de compte, je veux bien, mais donc, c'est un règlement de compte unilatéral. Hein. Donc, pour l'instant, c'est moi l'agressé. Donc, tu arrives au commissariat. J'avoue, je reconnais qu'à titre de précaution, c'est complètement stupide, j'avais acheté ce bidule, mais ça prouve simplement que ce monsieur est vraiment violent. Je le connais depuis 9 ans, je l'ai vu naître, j'avais 9 ans et demi. Et c'est vraiment quelqu'un qui est pas très net. Il pique des crises de nerfs incroyables et tout. Et alors, qu'est-ce qu'ils te disent? Et en fait, je suis tombé dans un piège. Il avait tout organisé. C'est un manipulateur. Lui, il était parti se plaindre au commissariat que tu étais armé. Alors, c'est là où on parle des policiers qui voient arriver dans leur petit commissariat du 12e un franco-américain millionnaire qui se dit, oui, j'ai travaillé chez Bouygues, c'est un proche, c'est un ami proche, et il est réellement millionnaire en dollars. Il a une maison qui vaut 1 800 000 dollars, et il est accompagné d'une américaine. Bon, ça impressionne d'être américain, il y en a à qui ça impressionne. Ça dépend, on peut être français en Amérique. Je ne vois pas en quoi ça peut être impressionnant, mais enfin. On peut être français en Amérique et puis ne pas être impressionné, même si on est du président C'est là où on quitte on commence à quitter ma petite aventure personnelle pour en arriver ce qui intéresse les auditeurs, c'est que tout le commissariat, ce 23 avril 2007, du gardien de la paix jusqu'au commandant c'était des commissaires à l'époque, se sont aplatis comme des carpettes devant ce merveilleux personnage. Ma mère a été tenue à l'écart. Il avait entraîné ma mère là-bas. Allez, viens, on va porter plainte et tout. Elle était complètement, comment dire, sans... les mots manquent. Elle était complètement perdue, elle était complètement assommée. Et alors pour toi, ça s'est traduit comment? Je l'ai vu attendre dans la salle d'attente. Une policière m'a mis dans le couloir, et puis elle m'a dit, vous voulez pas attendre avec les autres? Elle m'a fouillé pour voir si j'avais pas quelque chose de dangereux. Tu n'avais pas ton pistolet magique? Et puis non, parce que j'étais pas dans la salle d'attente. Moi, j'étais dans un couloir. Lui, sa compagne, qui n'était pas sa femme, et mon neveu et ma mère attendaient dans la salle d'attente pour porter plainte. Je me rappellerai toujours, il avait les bras comme ça, là, croisés, très sévères, déterminés. Un air que je connais bien. Et puis son idée à la policière, c'était qu'on se rabiboche ensemble, et puis qu'on s'en aille. Voilà. C'était des vrais gardiens de la paix, on est d'accord? Pardon? C'était des vrais gardiens de la paix. Oui, c'est le commissariat de police du 80 avenue Dominil. Voilà, c'était des gardiens de la paix. Brigadier chef, un lieutenant. Ils avaient envie que vous fassiez la paix. Non, c'est une policière qui a essayé de me faire mettre avec les autres. Elle a été le voir, elle m'a fouillé pour voir si j'avais pas de trucs dangereux. Quand j'étais rentré chez moi, j'avais rangé la terrifiante arme pro-nucléaire que j'avais. Et il a refusé. Il a refusé quoi? Il a refusé que je m'assoie avec eux. Alors elle est revenue en me disant, il n'est pas très communicatif. Hein. Je lui ai demandé pourquoi il ne veut pas qu'on se cause. Il m'a dit, il n'est pas très porté sur la communication. C'est tout. Alors j'ai attendu. Il est passé en premier. Il a été reçu par un lieutenant, dont je ne donnerai pas le nom, mais il n'y a qu'à lire le blog. Il y a le rapport de police. Et j'ai photocopié le rapport de police, donc il a mis son nom dessus. C'est quelque chose qui ennuie beaucoup les autorités. C'est que
je mets les noms. À partir du moment où une personne que je considère comme un criminel ou un délinquant et qui est toujours en circulation, qui est toujours en fonction, enfin, là, n'est pas arrêté, Attends, là, je mets son nom. Oui, mais là, tu dis criminel, tu vas peut-être un peu loin, non? C'est 10 ans de prison, info en écriture publique. Alors, je l'ai, j'ai pas connexion à Internet, mais sur une petite clé USB, j'ai le rapport de police. On peut le lire. Et alors, le rapport, ça donne... On va perdre du temps, là. Non, non, ça te... Je peux le raconter, c'est plus amusant. Oui, raconte, ouais. Il a raconté que la diffamation, il était soi-disant là pour porter plainte pour coups et blessures. Alors, il a rien. Comme moi, j'étais pas tellement porté, j'avais pas envie d'aller à la police, j'avais pas envie d'aller en justice. Pour moi, et je comprenais pas ce qu'il voulait faire. Simplement, je me rappelais qu'en 2004, quand on a appris que notre père avait une leucémie aiguë et qu'il n'en avait plus que pour quelques semaines, en fait, il a tenu 1 an, puisqu'il est mort en septembre 2005, je lui envoie un courriel pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Mon père, sa leucémie aiguë, elle s'est déclarée en Floride, il était en voyage là-bas. Au lieu de me répondre ce qui se passe, il m'envoie un courriel dans lequel il est assez méprisant à mon égard, et puis il me dit « Je te ferai interner le moment venu ». Ce courriel, je l'ai gardé plusieurs mois. Je l'ai fait lire de nombreuses personnes, et tout le monde a eu le même réflexe. Et la première personne à l'avoir lu, c'est ma mère. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Alors déjà, il ne veut pas que je te rende visite. Tu habites à côté. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et puis là, je reçois un courriel en 2004. Enfin là, c'était en 2004. Hein, l'interdiction des visites, c'était après le décès de mon père. Mais elle m'a répondu, mais il déconne.